Monte aux années 80, alors je suppose que vous avez attendu la retraite pour la raconter tranquillement, c'est ça? C'est ça, tout à fait, la retraite en 2009. L'histoire donc d'un violeur en série qui sévit pendant 4 ans dans le quartier de la Villeneuve, à Grenoble, en toute impunité, jusqu'à ce que le patron vous nomme envers et contre tous dans cette enquête que vous allez résoudre. Alors évidemment, et c'est toujours le cas, je vous rassure, sur toutes les histoires personnelles que je raconte ici, je n'ai pas eu d'autre choix que de vous croire entièrement. J'ai donc respecté votre récit presque à la lettre, même si, et chacun va pouvoir s'en rendre compte dans un instant, cette histoire est véritablement incroyable. La voici, je l'ai écrite avec Christophe Dumazer, la réalisation est de Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelatte. Tiens, je vous pose le dossier sur la table. Paf! C'est une affaire de violeur en série. À ce stade, elle n'est pas résolue. On est en 1987. Depuis 4 ans, depuis janvier 83, 20 gamines âgées de 8 à 15 ans ont été violées les unes après les autres, dans la même cité, à la Villeneuve, au sud de Grenoble. Elles ont toutes décrit le même homme, le même mode opératoire, un brun avec des lunettes noires qui se balade avec un colis sous le bras pour faire croire qu'il est livreur. 20 fois, il les a coincés dans la cage d'escalier. On aurait dû l'arrêter. Enfin, un type, toujours le même, qui sévit au même endroit, qui s'en prend au même genre de fillette, à la même heure. Comment se fait-il qu'il est dans la nature, bordel? Où ça a merdé? Qui a merdé? En tout cas, ça a merdé. Et au bout de 4 ans et demi, le patron de la police de Grenoble, le commissaire Nadjari, convoque tous les limiers qui travaillent sur le dossier, et notamment les inspecteurs de la brigade des mœurs. Ce sont eux qui ont l'enquête. Mais il fait aussi venir un intrus, un gardien de la paix, un simple gardien de la paix, Philippe Savelli. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Messieurs, j'ai demandé à l'agent de police judiciaire adjoint Philippe Savelli de se joindre à nous dans ce dossier. Je l'ai affecté au poste de police de la Villeneuve. Ce sera sa mission unique. Et dans cette enquête, il fera fonction d'inspecteur de police. Entendu? Et je demande évidemment à la brigade des mœurs de collaborer avec lui. Ok? La tronche des officiers présents. Savelli à la tête d'une enquête criminelle? Mais enfin, Savelli, c'est Pinot simple flic. C'est un policier en tenue, c'est un gardien de la paix, c'est le grade le plus bas de la police. Un type qui fait des patrouilles, quoi, qui arrête des petits voleurs. Savelli. Oh oh. Eh oui, mais le patron a repéré qu'il avait du flair. Il a débrouillé 2-3 petites affaires récemment. C'est un bon Savelli. Cela dit, en lui confiant cette enquête, il ne lui fait pas un cadeau. Un jour, Philippe passe dans le couloir et il surprend une conversation entre inspecteurs. C'est pas ce petit merdeux qui va nous apprendre à faire notre boulot, non mais... Il a déjà compris que les autres, les officiers, les inspecteurs sont tellement jaloux qu'il ne peut pas compter sur eux. Sur ce coup-là, il sera seul. Et pourvu qu'il ne lui complique pas la tâche. Ce qui motive Philippe Savelli dans cette enquête, les victimes, les 20 gamines, ce qu'elles ont vécu, ça le bouleverse, en vérité. Et d'ailleurs, il va en voir une, la dernière, une fillette de 12 ans qui a été violée dans la cage d'escalier de son immeuble, au niveau du 11e étage. Elle a tellement saigné au niveau du sexe que du sang a coulé sur le sol et qu'il a marché dedans. On a donc l'empreinte du violeur dans le sang de la gamine. Et donc Philippe va la voir chez elle. Et c'est assez touchant parce que il appréhende un peu. Il a peur de craquer. Il a peur de pas savoir lui parler, de ne pas poser les bonnes questions. Il débute. Mais assez vite, une sorte de confiance s'installe entre elle et lui. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé. Comment tu l'as rencontré, ce monsieur? Il est monté avec moi dans l'ascenseur. Et il m'a dit qu'il devait livrer un colis. Il avait un carton marron sous le bras.
Il m'a demandé de lui montrer le 12e étage, là où habite la dame pour le colis. Mais c'était pas au 12e, c'était au 11e. Alors on est redescendu dans l'escalier. Et puis il a sorti un couteau. Crochu. Comme une serpette. Et il m'a dit, je suis poursuivi par la police. Il m'a demandé de me mettre toute nue. Puis de lui baisser son pantalon. Il m'a mis un tricot autour des yeux. Il m'a fait asseoir sur lui. Je sentis quelque chose de très dur. Du sang a coulé entre mes cuisses. Philippe Savelli a lu le dossier d'enquête et il a un plan tout simple. C'est à se demander comment personne n'a eu l'idée jusqu'ici. Le violeur frappe toujours dans le même quartier, à peu près à la même heure, et il se présente toujours comme un livreur de colis. Toutes les victimes disent qu'il avait un carton ficelé sous le bras. Alors son idée la voilà, toute simple. S'installer sur le toit d'une tour et avec des jumelles, attendre qu'un type avec un colis se présente à l'horizon. La planque commence, seule. Les autres lui ont dit « Non mais tu te crois où? Tu te crois en Amérique? On n'a pas les moyens de mettre en place une telle surveillance. Faut arrêter le délire. » Tant pis, il y va tout seul. Tous les jours, il va s'installer sur le toit d'un immeuble, seul, avec une arme de service, une radio et ses jumelles personnelles. Et ça dure, tenez-vous bien, 5 mois. Et pendant ce temps, d'autres viols sont commis. Le patron lui met la pression. Et puis un jour, à 14h30, il voit dans ses jumelles un type avec un petit carton sous le bras. Il tente d'appeler ses collègues à la rescousse. « Savelli pour centrale à vous. Savelli pour centrale à vous. » Il n'y a pas d'équipe disponible. Entre-temps, le type en bas a disparu. Normalement, Philippe n'a pas le droit d'y aller seul. Tant pis, il y va. Il descend de son toit, il arrive en bas de l'immeuble, mais trop tard. Il ne le retrouve pas. Premier loupé. C'est rageant quand même, après 5 mois passés sur le toit. Un mois passe. Le 22 octobre, Philippe est en patrouille dans le quartier avec un collègue, un inspecteur principal et un stagiaire. Ils vont dans le coin de la statue à 2 têtes, un dédale d'allées, de passages, d'entrées d'immeubles. Et là, Philippe voit un type surgir de nulle part, qui porte un petit carton, qui a des lunettes noires et qui semble porter une perruque. Le portrait dessiné par toutes les victimes. Il se précipite vers son collègue, il n'a pas ouvert la bouche que l'autre lui dit goguenard. « Ah, je parie que tu as vu le violeur !» Il se fiche de sa poire, et cette fraction de seconde de déstabilisation suffit au suspect pour disparaître dans les dédales. Deuxième loupé. Cela dit, maintenant il a vu sa tête. C'est imprimé là dans sa caboche. Et en attendant de le recroiser, il fait coller des affiches un peu partout avec le signalement du violeur, genre « Wanted ». Et en attendant, fini les planques sur les toits. Maintenant, Philippe est capable de le reconnaître. Alors il se trouve que le poste de police municipale offre une assez jolie vue sur l'endroit où il l'a croisé l'autre jour. La statue à 2 têtes. Cette fois, ils seront en binôme. Le 27 octobre à 13h, Philippe prend son tour de garde avec Martine, une inspectrice qui ne le porte pas vraiment dans son cœur. À 14h45, Philippe voit un homme en sweat gris, avec des cheveux courts, grisonnants, sans lunettes de soleil, assis sur la butte juste en face. Le type paraît plus vieux que celui qu'il a vu l'autre jour. Mais il porte un petit carton. Alors il va prévenir sa collègue, puisqu'il faut être 2 minimum pour intervenir. C'est la règle. Et là, vous savez ce qu'elle lui dit. « Je vais pas avec toi, enfin. Tu vois des violeurs partout. » Le type est là, à moins de 200 mètres. Elle le voit. Ils le voient tous. Ah ben là, justement, on le voit plus, tiens.
Tant pis pour le règlement, Philippe fonce tout seul. Il grimpe la colline, il tombe nez à nez avec le type, nez à nez. Que faire? Il crie « Police, bougez plus !» Et il le ceinture, et là, leurs regards se croisent. Et merde, le type a les yeux bleus. Or, toutes les fillettes ont décrit des yeux marrons. Évidemment, le gars s'engouffre dans la brèche. « Vous m'avez fait mal. Enfin, j'attends ma femme et mes 2 enfants. Vous m'agressez, ça va pas ?» Imaginez ce qui se passe à ce moment-là dans la tête de Philippe. Depuis des mois, tous ses supérieurs, sauf le grand patron, se moquent de lui. « Tu vois des violeurs partout !» Si c'est pas lui, ça va ruiner son enquête. Il est peut-être en train de commettre une bavure. Alors il relâche l'étreinte. Et le gars reprend de l'assurance. « Oh ben dites donc, je vais porter plainte pour agression. » Philippe se dit « Je me suis trompé. » Et là d'un coup, le type se met à courir. Nom de Dieu, c'était bien lui. Alors il se met à courir derrière lui. Retrouvez Christophe Ondelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Europe 1. Ondelatte raconte la suite de votre récit. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un simple gardien de la paix, Philippe Savelli, tiré de son livre publié aux éditions Maya, Mon combat pour la vérité. Dans le quartier de la Villeneuve, à Grenoble, dans les années 80, en 4 ans, un violeur en série a agressé 20 fillettes de 8 à 15 ans. Jusqu'ici, les policiers ne sont pas arrivés à l'identifier. Le directeur de la police de Grenoble décide d'adjoindre à l'enquête un simple gardien de la paix qui vient de résoudre quelques affaires. Philippe Savelli s'attaque au dossier dans la défiance générale. Par 2 fois, il manque de l'arrêter. Et nous en étions au moment où il vient de le voir. Et il se lance à sa poursuite, seul. Il court, mais dans l'herbe du parc, il glisse. Et puis à un moment, ses jumelles se prennent dans une branche et manquent de l'étrangler. Et il le voit qui prend de l'avance, alors il tire en l'air. Il espérait que ça allait l'arrêter, tu parles, ça lui donne des ailes. Et là, il voit un vététiste. « Police, donnez-moi votre vélo !» Il rattrape son retard, le type se retrouve coincé contre un mur. Et là, il sort sa serpette de jardinier. L'arme qu'ont décrit toutes les victimes. Philippe brandit son arme. « On ne bouge plus !» Il s'approche pour lui passer les menottes, et l'autre se met sur le côté et se remet à courir. Et le gars disparaît dans le dédale des immeubles. Philippe le cherche comme un chien de chasse. Une vieille dame lui dit « Je l'ai vu. Il a couru vers le bus là-bas qui arrivait. Il est monté dedans. » C'est fini. Il l'a encore loupé. Et il est bien dans la merde parce qu'il a tiré 4 balles en plein jour, en plein centre-ville. Il va falloir qu'il s'explique. C'est un cauchemar. Heureusement, le patron le soutient toujours. « Je vous couvre, mais ne me décevez pas, parce que si vous n'y arrivez pas, je pourrai plus rien pour vous. » Alors il enchaîne, et pourtant il est épuisé, physiquement et moralement. Mais il a plus que jamais le visage du violeur gravé dans sa tête. Alors il plonge dans le fichier Canonge, le fichier de tous les délinquants du coin. Et il fait défiler les photos, une par une. Il ne le trouve pas. Tant pis, il continue, il va voir les commerçants de Villeneuve. Le boucher, le boulanger, le crémier, les bistrotiers, les jardiniers. Et en début d'après-midi, 2 policiers municipaux viennent le voir. « Dis, on a quelque chose pour toi. Jiménez, un cantonnier de la commune. Il a vu un jogger dans le parc qui correspond au signalement de ton gars. Et d'ailleurs, il l'aurait déjà vu, ce gars-là. Dans un gymnase. » Philippe va tout de suite voir le cantonnier. « On me dit que vous avez vu un type qui correspond au signalement ? » ?»« Ah ouais, ouais. Et ce gars-là, vous voyez, je crois bien qu'il va à la salle de gym Colbert, au centre-ville. Je le croisais là-bas, il y a 2 ans. La trentaine, les tempes grisonnantes, les yeux bleu clair. » La salle de gym Colbert. Philippe s'y pointe dès le lendemain matin. Et par chance, le gérant est un homme organisé, il a une fiche pour chacun de ses clients, avec une photo. Philippe les fait défiler une par une.
Albert, Arnaud, B comme Bernard, Berthier, et puis soudain, un flash. Son regard se bloque sur une photo. C'est lui, Daniel Bonigène, 29 ans, mécanicien résident à Échirolles. C'est lui, il habite à 2 pas de Villeneuve, il le tient. Il fonce l'annoncer au patron, et là c'est la douche froide. Bravo, Savelli. Vous avez fait un excellent travail, mais maintenant, vous devez laisser faire la brigade des mœurs, hein. Vous leur remettez votre fiche, ok? Frustration. Énorme frustration. L'enquête est reprise par ceux qui, depuis le début, sabotent son enquête, par ceux qui se moquent de lui. Et les gars de la brigade des mœurs décident de montrer la photo aux victimes. Et ça, Philippe, ça lui plaît pas du tout. Une photo noir et blanc, des gamines qui ont, pour certaines, été agressées il y a 5 ans. Elles ne le reconnaîtront pas. Il le dit à ses collègues. Leur réponse est cinglante. Tu fais chier, putain. Reste à ta place. On sait ce qu'on fait. Hein? Contente-toi de faire ce qu'on te dit. Et convoque toutes les victimes lundi 14h à l'hôtel de police. Vous devinez la suite? Le lundi, en fin de journée, l'inspecteur de la brigade des mœurs vient voir Philippe. Tiens, tu peux la garder, ta photo. Tu la mettras dans ta collection. Aucune fille n'a reconnu ton gars. Aucune. Philippe est anéanti. Parce qu'il est sûr que c'est lui. Il en est certain. Et là, un de ses collègues, un îlotier en tenue, comme lui, vient le voir. Écoute, Philippe. Moi, comme toi, je suis convaincu que c'est lui. Le mec, il va continuer. Alors oui, tu seras coupable de n'avoir rien tenté. Va l'interpeller, tu risques quoi? Allez tiens, je vais avec toi. Et ils vont sur son lieu de travail, dans le garage où il travaille. Et le type leur dit... C'est pourquoi? Quel aplomb. Suffit les conneries, Bonigène. Vous êtes en état d'arrestation. Il le menotte, et maintenant il faut attendre qu'on veuille bien lui envoyer une voiture de police. Direction le 4e étage du commissariat. Le patron, qui est corse comme lui, est triomphant. Eh ben vous voyez, c'est un Corse qui a résolu cette affaire, je l'avais parié. Et l'interrogatoire commence, mené par le patron. Qu'est-ce que vous faisiez dans le parc, monsieur Bonigène? Et pourquoi vous vous êtes enfui? J'étais allé voir ma maîtresse. J'ai eu peur que ma femme la prenne. Vous pouvez nous donner son nom? Je veux pas, non. Je veux pas qu'elle ait des ennuis. Les heures passent, et toujours rien de probant, même si le gars se perd de plus en plus dans ses contradictions. Et là, dans son coin, Savelli se rappelle que l'une des victimes a décrit une longue cicatrice à l'intérieur de la jambe droite. Il glisse l'info au patron, qui s'en empare immédiatement. « Bonigène, baissez votre pantalon !» Il s'exécute. Il a une longue balafre sur la jambe droite. Il n'y a plus de doute. Et là, autant vous dire que dans le bureau, les inspecteurs sont dans leurs petits souliers. Dans la foulée, Philippe et un officier des mœurs vont perquisitionner chez lui, à Échirolles, avec lui. Ils tombent sur sa fille, 10 ans, son petit frère, 8 ans, et sa mère qui éclate en sanglots. Vous devez faire une erreur. Mais dis-moi, Daniel, t'as fait quoi? Mais rien, il se trompe, hein. Je te promets, j'ai rien fait. Rien fait? Dans son placard à chaussures, Philippe met la main sur des baskets. Il reconnaît immédiatement la semelle qui colle parfaitement avec l'empreinte de pas dans le sang. Et puis dans la chambre des enfants, il trouve une perruque brune. Il est cuit. De retour au commissariat, Bonigène continue de nier, en bloc. Et donc on organise un tapissage. Toutes les petites victimes sont convoquées, placées derrière un miroir sans teint, et on leur présente Bonigène au milieu de flics qui lui ressemblent. Et toutes, elles disent « C'est lui, là, c'est lui ». Elles l'identifient toutes, sans aucune hésitation. Et donc dans la foulée, Bonigène avoue.
3 ans plus tard, en octobre 1990, Daniel Bonigène comparaît devant la cour d'assises de l'Isère, à Grenoble. Dans la salle, il y a 7 de ses victimes. Les autres n'ont pas eu le courage de l'affronter. Les experts psychiatres le décrivent comme immature, mais pleinement conscient de la gravité de ses actes. Et ils sont 2 à dire que s'il sort de prison, il recommencera. Et donc Daniel Bonigène est lourdement condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'à la faveur de remise de peine, il sort en 2001. Et il récidive 3 ans plus tard. Il viole 2 jeunes garçons, puis une jeune fille. Il est de nouveau arrêté et condamné fin 2008 à 20 ans de réclusion criminelle. Quant à Philippe Savelli, eh bien, il va terminer sa carrière comme simple gardien de la paix, à l'unité de vol à la tire. Le patron lui avait promis une promotion, mais pour avoir eu raison contre sa hiérarchie, son dossier est resté marqué d'une croix rouge. Il écrit « Le Joker a réussi son enquête là où tous les autres avaient échoué. Mais c'est un Joker, c'est une carte que l'on retourne et que l'on oublie. » Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application. Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Et je suis donc avec Philippe Savelli, auteur de ce livre publié aux éditions Maya, Mon combat pour la vérité. Alors, est-ce que vous savez si Bonigène est toujours en prison ? Vous le gardez à l'œil ? Il est toujours en prison. Parce que là, il est conditionnable. Oui. Il a été condamné à 20 ans en 2008, en 2018. À mi-peine, il est conditionnable au minimum. Oui, oui. Et s'il sort, vous serez tenu au courant ? Je pense pas, non. Non, probablement pas. Non. D'ailleurs, ça c'est un truc, on le dit jamais, mais les policiers qui font les enquêtes ont rarement des nouvelles des gars qu'ils ont fait condamner. Pratiquement jamais. Pratiquement jamais. Alors, je vais vous dire les choses comme je le sens, et de toute façon, des tas de gens ont dû vous dire ça. On a du mal à la croire, votre histoire, parce qu'elle est tellement énorme. Elle est si énorme, cette histoire, que j'ai eu du mal, j'ai mis énormément de mal à l'écrire, j'ai même mis des années à l'écrire, et puis arrivé à la retraite, je me suis dit, c'est pas possible que cette histoire reste dans les oubliettes. Je me suis dit, cette histoire, il faut la révéler pour diverses raisons, mais il fallait pas qu'elle reste dans les oubliettes. C'est au fond, si on veut élargir au maximum le spectre, c'est l'histoire de la police qui résiste à la police. C'est la guerre des polices, mais dans le même commissariat, quoi. C'est exactement ça. C'est la guerre des polices avec une grosse partie et une toute petite partie. Comme je l'explique dans mon livre, c'est un peu David et Goliath. Alors je voudrais bien qu'on revienne au début, au moment où le patron, donc le commissaire Nadjari, se tourne vers vous dans cette enquête. Est-ce que le fait qu'il vous fasse confiance tient au fait que vous soyez corses tous les deux et seulement ça ? Non. Absolument pas, je pense pas. Non, ça compte un peu ? Oui, je pense que ça compte un peu parce qu'il s'en est, il l'a proclamé à plusieurs reprises. Mais je pense qu'il m'a fait venir surtout parce que j'avais élucidé une affaire, une importante affaire de stup alors que je portais la tenue. Et donc de là, il a fait appel à moi en me détachant à la sûreté urbaine en tant que civil et faisant fonction d'inspecteur. Mais est-ce qu'il joue pas un peu avec vous sur ce coup-là ? Parce que pour vous récompenser de l'affaire que vous venez de résoudre, il y a 1000 autres moyens, et notamment vous faire gagner un grade et vous orienter lentement, année après année, vers la police judiciaire. C'est parfaitement faisable. Tout à fait, mais ça, je m'en rends compte bien à la fin de cette affaire. Je me rends compte en fait que il a joué avec moi, mais il n'est pas le seul à avoir joué, puisque j'ai fait l'objet d'un pari, comme je l'explique dans mon livre. À la fin, il me présente une enveloppe avec un billet un Pascal, un ancien franc. Un Pascal, c'est 100 balles. 50 balles. 50 balles. Et on dit, oh non, mais vous inquiétez pas, monsieur Savelli, c'est uniquement l'objet d'un pari. J'avais fait le pari avec tous les collègues de la sûreté, de la brigade des mœurs et de la brigade des mineurs, que vous réussiriez à interpeller cet individu. Au fond, il vous met dans les pattes de la brigade des mœurs pour les faire suer, quoi. Peut-être pour les faire avancer un peu plus vite, pour les faire travailler un peu plus,
Toujours est-il que moi, je suis sur cette affaire et que je m'y mets sérieusement. Il vous prévient que ça va être dur avec les autres ou il oublie de vous le dire? Absolument pas. Absolument pas. Ça, on n'en parle absolument pas au départ. Je me souviens de cette première réunion, ce premier briefing qu'on fait dans un bureau au 4e étage où il y a tous les gradés des mœurs, les gradés des mineurs, les gradés de la fameuse, à l'époque, brigade criminelle. Faut dire d'ailleurs au passage, j'en profite, pour dire que tous ces gens-là ont changé de nom, c'est-à-dire qu'on dit plus inspecteur, on dit lieutenant et capitaine, on dit plus brigade des mœurs, ça s'appelle maintenant la brigade des familles, donc tout ça a changé de nom, il y a un côté vintage dans cette histoire qui est assez marrant. Reprenons à cette réunion donc. Donc dans cette réunion, tout le monde émet son avis, tout le monde dit un peu comment il voit les choses, et ça se termine que le commissaire principal se tourne vers moi et me dit: Monsieur Savelli, vous en pensez quoi de cette affaire? Donc j'ai étudié évidemment le dossier. Il vous a donné le dossier quand même. Oui, tout à fait. Oui. Quand il m'a mis sur cette affaire, j'avais accès au dossier et donc j'ai étudié tout le dossier, toutes les auditions des gamines qui avaient été violées précédemment, et donc j'ai donné mon avis qui me semblait une évidence. Ça me semblait tellement évident que j'osais même pas le donner cet avis en disant: écoutez, franchement, ce gars, on connaît le mode opératoire, comme on dit, le modus operandi. Il serait simple de mettre une surveillance, de se planquer dessus les toits et surveiller le parc avec une paire de jumelles. Mais quand les collègues des mœurs vous disent: mais enfin Philippe, on n'a pas les moyens de planquer pendant des mois et des mois au sommet d'une tour, ils ont pas totalement tort. C'est-à-dire que ça suppose un investissement personnel qui n'est pas forcément à la portée d'un service. Peut-être que c'est à la portée d'un homme en vérité, mais d'un service c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que quand je fais cette proposition, il y a un seul collègue qui me répond et c'était un responsable de la brigade des mœurs qui me dit: on n'est pas en Amérique, on n'a pas les moyens de travailler comme ça. Si vous n'avez pas les moyens, moi je suis capable de le faire. Non, vous êtes à plein temps là-dessus, vous. Donc non, je suis pas à plein temps. Non. Ah, vous n'avez pas que ça? Non. Je suis affecté dans un bureau de police. Mon travail est de faire des dossiers de ministère public, de recevoir des gens sur des plaintes, de prendre des plaintes. J'ai d'autres dossiers à faire, mais le commissaire principal me demande principalement de m'occuper de cette affaire. Alors quand on dit que vous y passez 5 mois, c'est quand même pas de 8h du matin à 20h le soir. De toute façon, il n'opère qu'en fin d'après-midi, c'est ça, cet homme-là? C'est ça, dans le milieu d'après-midi, en fin d'après-midi. Donc moi, je calcule et je fais mes recherches dans les horaires que je connais, dans les horaires où il a déjà violé. Pendant 5 mois, vous montez vraiment sur ce toit tous les après-midi. Vous vous couchez, vous vous équipez de vos jumelles et vous regardez. Pas tous les jours. Pas tous les jours. Il y a un côté aléatoire. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on dit dans votre bureau de vous voir partir comme ça? Vous caillez là-haut sans doute en hiver? Moi, quand je fais ça, et